Deuxième partie du 120% News, c'est l'heure de Qui va vous convaincre. Nous sommes ensemble jusqu'à 21 h avec 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir, nous sommes avec Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles. On va reparler de la marque Evian qui n'aurait pas dû s'excuser auprès des musulmans qui font le ramadan. Quel pataquès, on vous explique ça dans un instant. Natacha Polony de Marianne, variant brésilien, la France a sous-estimé la menace. Rokhaya Diallo, réalisatrice éditorialiste, 35 ans après la disparition de Simone de Beauvoir. Le sexisme est là, bien là, il est partout, il n'a jamais été aussi présent. Et puis Luc Boyard, étudiant. Covid, on a bel et bien une certitude depuis le temps que dire cette crise, c'est que le président de la République aura sacrifié la jeunesse. Incroyable histoire d'emballement sur les réseaux sociaux. On va commencer avec Geoffroy Lejeune et sur Twitter en particulier, la marque Evian, les eaux minérales. Elle fait régulièrement son auto-promo, comme on dit. Et sur Twitter, elle avait écrit RT, retweeté, c'est-à-dire relayer le message. Si vous avez déjà bu 1 litre, aujourd'hui, elle fait la promotion de sa propre marque. Sauf que c'est tombé le jour du ramadan et donc du jeûne. Et elle s'est pris, la marque Evian, une volée de messages de reproches quand ce n'étaient pas des messages haineux. Des milliers d'internautes qui se demandent pourquoi la marque d'eau minérale a choisi ce jour précis pour publier un tel tweet. Certains l'accusent même de racisme. Du coup, Evian s'est ensuite excusé, désolé pour la maladresse de ce tweet qui n'appelle à aucune provocation. Geoffroy Lejeune, la marque n'aurait pas dû s'excuser, faire amende honorable. 90 secondes chrono, stop aux excuses, c'est pour vous. Alors en fait, c'est une tragédie qui s'est jouée sous nos yeux en 2 actes. Vous venez de les rappeler. Le premier acte, c'est donc une marque d'eau minérale qui fait la promotion de l'eau minérale sur ses réseaux sociaux. Jusque-là, dans un monde normal, ça peut paraître normal, mais nous ne vivons en fait plus dans un monde normal. Donc vous avez une flopée en effet de réactions, parfois injurieuses, parfois réellement offusquées. C'est ça le pire d'ailleurs. Et vous avez donc, ça c'est le premier acte. Et le deuxième acte, c'est prenant conscience de ces réactions offusquées, la marque en question Evian va décider de s'excuser, de faire amende honorable, d'expliquer qu'elle n'aurait pas dû, en tout cas, d'envoyer un message d'apaisement pour dire que ça ne visait pas une communauté. Alors on est évidemment dans le cas du début du ramadan, les musulmans ne boivent pas d'eau, on a bien compris que c'est ça qui pouvait offenser potentiellement. Ce qui moi m'a intéressé dans cette affaire, c'est qu'en réalité, vous comprenez en tout cas que nous venons de voir s'agiter dans la même journée les 2 mâchoires dans lesquelles notre époque, notre débat, notre société se retrouve enserrée. C'est le mouvement aujourd'hui, c'est la grande victoire du mouvement woke, c'est-à-dire le mouvement des offensés qui vise à mettre au-dessus de tout l'offense faite à une communauté, en l'occurrence la communauté musulmane. Et ce que je trouve dramatique, c'est que maintenant le plus grave, c'est d'offenser quelqu'un. Si la minorité active qui a été offensée est très forte, suffisamment capable de se mobiliser, il faut s'excuser. On ne peut pas faire autrement et que les grandes entreprises y cèdent. Évidemment, il fallait balayer ça d'un revers de main et considérer ça pour ce que c'était, à savoir une polémique Twitter, c'est-à-dire rien et ne rien faire. D'accord, avec ça, place au débat. Et je regarde, et tiens, permettez juste, je regarde mon portable juste pour vérifier que Evian est encore en tendance ce soir. Et donc, en fait, la polémique continue. Natacha Polony, place au débat. Mais surtout, ce qui est surréaliste là-dedans, c'est que l'immense majorité, l'infinie majorité des musulmans n'en a strictement rien à faire qu'Evian tweete sur le fait qu'il faut boire de l'eau. C'est-à-dire, il y a une minorité infime de crétins qui se sont mis en avant sur les réseaux sociaux pour agresser Evian, pour expliquer que c'était un scandale. Ils n'incarnent pas les musulmans. Et c'est là où c'est totalement dingue, c'est qu'on a une marque qui éprouve le besoin de s'excuser d'une offense inexistante qui n'a pas offensé la supposée communauté qu'elle était censée offenser. C'est là où on se dit que le problème est l'hypertrophie des réseaux sociaux. Le problème est le fait que les marques, parce que elles sont dans une espèce de course à l'image, se laissent avoir face à cette hypertrophie des réseaux sociaux et en rajoutent. C'est-à-dire qu'en effet, le capitalisme de ces marques les rend ultra sensibles à quelque chose d'inexistant. Donc, on est bien face à une polémique totalement débile, mais encore une fois, rappelons-le, les musulmans, ça n'existe pas. En revanche, l'immense majorité des musulmans n'en a rien à faire, mais rien. Ok, Diallo.
Alors moi déjà j'étais un peu interpellée dans ce que vous disiez dans votre présentation, Geoffroy, quand vous disiez nous vivons dans ce monde. Twitter c'est pas le monde dans lequel on vit. C'est pour le coup je pense que la plupart des musulmans qui ont commencé à jeûner hier n'ont même pas eu vent de cette polémique et sont en train de la découvrir pour ceux qui nous regardent au moment où nous en parlons. Donc je pense que le monde n'est pas complètement concentré sur les tweets déviants et je pense qu'il faut et que effectivement quand vous parlez d'un mouvement politique qui serait le mouvement woke qui aurait réagi à ça. Je n'ai pas vu de leader communautaire s'exprimer contre Evian. Donc je pense que c'est le fait de plusieurs personnes qui ont surréagi de manière complètement... inappropriée. Alors après, que Evian présente des excuses, c'est une marque en fait. C'est une marque qui parle à des consommateurs et donc qui n'a pas intérêt à perdre potentiellement un marché. Donc moi je pense qu'ils ont réagi comme une marque. Evian c'est pas un mouvement politique, c'est pas une personnalité politique qui est dans un combat ou dans un bras de fer, c'est une marque qui a intérêt à présenter des gages. Donc moi je pense qu'ils ont agi comme une marque pour protéger tout simplement leurs intérêts commerciaux. Il n'y a pas... Enfin, si je peux aussi ajouter en faisant des recherches sur cette polémique, je me suis aussi amusé à regarder tous les tweets en fonction des heures. Et en vérité, ce qui s'est passé, c'est que de base, Evian ne fait pas plus de 26 retweets sur toute sa communication. Là, ils ont fait un tweet ironie du sort, c'est tombé sur le jour du Ramadan. Et les gens, en fait, ils faisaient pas des tweets haineux. Ils faisaient de l'ironie. Ils partageaient, par exemple, à un autre ami qui faisait le Ramadan en disant « Oh bah toi, t'as pas bu tes litres d'eau ». Et ils se sont rapidement retrouvés avec des milliers de retweets de personnes qui n'étaient pas haineux. En fait, vraiment, j'ai vraiment galéré à en trouver des messages de haine. Mais la plupart des messages qu'il y avait autour, c'était de l'ironie, c'était les gens qui pointaient la coïncidence. Et en fait, il n'y a pas eu une vague de haine contre Evian. Evian a juste tenu à clarifier sa position. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le mouvement woke qui a lancé tout ça. Quand on regarde sur les sites qui répertorient d'où les tendances sont venues, en fait, on remarque que c'est les gros comptes d'extrême droite qui, eux, ont lancé la polémique. De quelle manière alors? Non, mais justement, expliquez le mécanisme. J'invite tous les journalistes et aussi tous les téléspectateurs à regarder d'où les tendances sont sorties sur Twitter. Et en fait, ce sont des gros comptes Twitter. Pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, il faut expliquer comment ça se passe. Il y a un message qui ensuite est relayé. Et ce sont ces relais qui sont eux-mêmes relayés. Et donc, la polémique s'amplifie, puisque chaque personne qui relaie a sa propre communauté. Et donc, via le relais de ce message, on a accès à ce message. J'espère que j'ai été clair pour ceux qui ne connaissent pas Twitter. En fait, on a tous dit la même chose. Cette polémique est débile. Mais si jamais on en est là aujourd'hui, c'est uniquement parce que Evian a fait un tweet, coïncidence le premier jour du Ramadan. Les gens ont pointé l'ironie. Evian a voulu être le plus clair possible et s'est excusé. Et c'est ensuite l'extrême droite qui est montée en disant qu'on vivait dans une société où les gens ont peur de toutes les vagues. Donc en fait, finalement, à travers votre recherche et votre enquête, ce sont les activistes d'extrême droite qui ont instrumentalisé les quelques messages de reproches qu'il y a pu y avoir vis-à-vis des gens. J'invite vraiment quelqu'un à prendre au moins 20 tweets qui sont sortis avant le tweet d'excuse de Evian et des tweets de haine. Il n'y en a pas, vraiment. Il n'y a pas eu de vague de haine contre Evian. Je suis d'accord avec vous, Louis, sur un point, c'est qu'en effet, quand on regarde la totalité des retweets, je suis bien d'accord, il faut les chercher, les tweets de haine, et il y a surtout beaucoup de blagues, d'ironie, entièrement d'accord. Et c'est derrière le tweet d'excuse d'Evian qui déclenche des réactions scandalisées et qui fait monter la sauce. Ça, je suis d'accord. Mais vous oubliez un point dans votre raisonnement, c'est que la question de savoir pourquoi Evian éprouve le besoin de s'excuser. C'est pas seulement pour clarifier sa position, c'est parce qu'on a depuis des années des obligations d'excuses adressées à absolument tout le monde, que ce soit tel acteur qui va avoir dit une phrase malheureuse, tel autre qui se sera grimé, on en a encore parlé la semaine dernière. Voilà, c'est-à-dire que ce tweet d'excuses en fait répond à une ambiance qui donne l'impression à ceux qui gèrent le compte d'Evian qu'il est nécessaire de s'excuser parce que sinon ça pourrait être mal pris. C'est ça qui est parfaitement consternant. Alors que ce soit instrumentalisé derrière, qu'il y ait des excitations, que derrière il y ait en effet des comptes d'extrême droite, c'est vrai, qui disent il faut boycotter Evian, c'est dégueulasse, ils sont soumis, etc. On est d'accord et c'est absolument lamentable. Mais c'est une réponse aussi à une pression dont vous ne pouvez pas nier qu'elle existe. Le tout, c'est de savoir aujourd'hui comment on en arrive à des hystéries pareilles sur les réseaux sociaux. Parce que le point de départ, c'est pas une maladresse d'Evian, on est d'accord. C'est simplement un tweet commercial, comme la marque en fait tous les jours. Normal. Mais ça part quand même si c'est ensuite relayé. Parce que c'est un combat ensuite qui se joue, dont Evian se retrouve elle-même. Je sais qu'on aura cité la marque ce soir. Elle se retrouve instrumentalisée. Et pour calmer, pour éteindre l'incendie, ce qui est le compte pour une marque d'eau minérale, elle doit elle-même présenter ses excuses en disant comme ça,
fin du match, quoi. Oui, Ce qui le est un problème, truc, c'est ce qui qu'elle est n'a un pas truc- balancé de l'eau sur C'est ça. l'incendie, elle a balancé de l'huile. C'est dommage Voilà, pour une marque c'est d'eau. ça qui est dingue. Pardon, mais enfin, donc vous avez tous répondu. J'aimerais bien vous répondre à chacun individuellement parce que vos arguments sont très différents. Déjà, Natacha, pour commencer, je suis d'accord avec votre argumentaire, mais si les minorités actives font autant aujourd'hui la pluie et le beau temps, le jeu, le débat, etc., ça veut dire que en fait, elles prennent tout l'espace, toute la place, et que on leur a abandonné en réalité le bien commun. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de destin collectif, il n'y a plus de société en réalité. Il n'y a plus de nuance, surtout. Alors la plus de nuance, ça c'est surtout sur les réseaux sociaux, bien sûr, vous avez raison. Mais aujourd'hui, la notion de bien commun au sens des Grecs, en fait, au sens d'Aristote, au sens, philosophique du terme, n'existe tellement plus que ce ne sont que des intérêts particuliers de minorités qui, plus elles sont tonitruantes, plus elles obtiennent des victoires. Donc du coup, mais vous le savez, je le sais, on le condamne suffisamment, mais en fait, là, on en a la justification pleine et entière sur cette polémique. Et je suis d'accord aussi sur le fait que vous êtes une marque aujourd'hui, vous faites du business, et donc du coup, ça c'est l'argument de Rokhaya, vous êtes obligé de parler avec celui qui parle le plus fort, et donc du coup, vous répondez sur Oui, mais c'est parce que c'est la peur qui vous anime. C'est la peur de la conséquence d'un éventuel appel au boycott qui pourrait partir à ce moment-là des réseaux sociaux et se retrouver face à une minorité agissante, activiste. Mais cher Alain, ça existe dans le monde dans lequel on vit. Et moi, j'ai même envie de vous dire, je suis pas d'accord avec Rokhaya qui dit c'est pas le monde dans lequel on vit, c'est Twitter, etc. C'est pas vrai. Aujourd'hui, pardon, j'ai pas envie de parler de moi, mais aujourd'hui, ces minorités actives font Rokhaya le sait aussi. Ouais. Non, mais chacun à votre bout de la chaîne, mais vous en êtes aussi victime. Non, mais Rokhaya est victime d'injures. Moi, je suis victime, par exemple, moi j'ai été nommée dans une institution, le gouvernement m'a fait sortir de l'institution, c'est pas des minorités. Moi, c'est l'institution, c'est la République française. Donc, enfin, moi, quand vous dites que ces minorités sont partout, moi, à chaque fois que j'ai eu des problèmes, c'était pas avec des minorités, mais avec des institutions, avec des mairies, avec Matignon, avec l'Élysée, etc. Quand vous dites que ces minorités sont partout et qu'elles ont le pouvoir, mais elles sont où? Je veux dire là, où sont-elles? À quel endroit sont-elles? Où ont-elles le pouvoir? Elles sont dans là, vous parlez de Twitter. Enfin, vous parlez de Twitter où effectivement. Oui, mais regardez, je m'immisce dans votre débat. Twitter est devenu le principal vecteur d'une politique américaine via Donald Trump. Twitter devient aussi le relais d'information de la part du gouvernement, du président de la République. Tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, aujourd'hui, ceux qui sont aux manettes, ceux qui sont les commerciaux et les marques sont sur les réseaux sociaux parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, la caisse de résonance est plus importante. Alors, elle peut être caisse de résonance positive ou caisse de résonance négative. Et là, elle était négative et il a fallu l'éteindre. Donc, quand vous dites où ça, qu'en fait, sur Twitter, les réseaux sociaux, les journalistes sont aussi surreprésentés sur Twitter. C'est-à-dire que les choses qui se passent sur Twitter ont un écho particulier parce que les personnes qui sont sur Twitter sont des personnes qui ont de l'influence. Donc, je pense qu'il y a aussi une histoire de serpent qui se mord la queue et que moi, qu'une marque essaye d'apaiser ses consommateurs, pour moi, c'est vraiment la base du commerce. Enfin, je vois pas ce qu'il y a de scandaleux en fait dans le fait que c'est pas ils ont commis une erreur en pensant avoir offensé des gens, effectivement, mais je trouve que la démarche d'une marque qui tient à clarifier les choses en disant il ne s'agissait pas de provoquer qui que ce soit n'est pas malsaine dans la mesure où effectivement c'est normal d'essayer de ne pas se retrouver face à... Non, mais vous dites qu'ils sont partout, mais c'est ce que je vous dis, et vraiment cherchez-les. Le mouvement, entre guillemets, ce que vous appelez woke, ne s'était pas mis sur cette polémique, il n'était pas là. C'est l'extrême droite qui a surenchéri, et ensuite une deuxième chose, on est en train de se demander, mais pourquoi Twitter a autant de poids? Là, nous tous, en fait, on fait exactement l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de parler de ça. Il n'y a pas d'affaire Evian, sauf si jamais on parle de l'affaire Evian. Il y a des choses beaucoup plus graves à côté, et peut-être que plutôt que de se demander pourquoi mais quand c'est une marque mondiale qui appartient à un groupe mondial et qui présente des excuses, vous dites tiens quand même, on regarde, c'est une marque qui est dans le monde entier, et ça a été, je regardais, il y avait même des tweets étrangers à propos de cette histoire. Donc on voit bien que la caisse de résonance, qui va durer 24 heures sûrement, bien sûr, c'est un épiphénomène, c'est l'éphémère. Il y en aura une autre il y en a une, mais pardon, aussi, moi, ce qu'il faut considérer aussi, c'est moi quand je parle du mouvement woke, c'est cette notion d'offense qui est assez nouvelle en réalité. C'est quoi le mouvement woke en fait? Moi je ne comprends pas de quoi vous parlez. Non, ça n'a rien à voir avec la cuisine, si vous avez raison. Non, mais le mouvement woke en fait c'est quelque chose qui considère qui consiste à dire qu'aujourd'hui la pire injure que vous puissiez faire à quelqu'un, c'est de l'offenser dans son identité, sa sensibilité. Et vous mettez ça au-dessus de tout. Mais qui fait ça? Mais tout le monde fait ça tous les jours. C'est fini pour la discussion. On va pas repartir sur autre chose. Restons sur Evian et c'est terminé. Mon cher Geoffroy Lejeune, si on va avoir le même temps de parole pour chaque prise de position qui va suivre, on va voir ce que vous avez pensé de cette discussion et du propos de Geoffroy Lejeune.
Evian, Ramadan, stop aux excuses. Non, enfin moi je vois pas moi je trouve qu'on fait vraiment beaucoup de bruit pour pas grand chose quoi. Oui, vraiment. Louis Boyard. Il n'y a pas d'affaire Evian. Puis dans quelques minutes, tous les musulmans pourront boire leur Evian tranquillement, donc tout va bien. Alors 2 rouges ici pour Louis Boyard et pour Rokhaya Diallo, Natacha Polony. Comme je trouve qu'on fait toute une polémique pour pas grand-chose, je pense qu'en effet, il n'y avait aucune raison de s'excuser. Donc là, c'est plutôt convaincu et vert pour Natacha Polony. C'est à vous qu'on va donner la parole. Maintenant, ma chère Natacha, hop, on met le vert, convaincu, il y a le E, c'est bien, il y a l'adjectif, la conjugaison, Oui, c'est parfait. bien. Pas de faute d'orthographe. Pour Rokhaya Diallo aussi, pour Louis Boyard, c'était bien aussi. Donc la France qui a suspendu ses vols avec le Brésil jusqu'au 19 avril. Dangerosité du variant. Qu'en est-il pour la Guyane, département français frontalier avec le Brésil, s'il en est? On a eu les explications de texte signées du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. C'était à la sortie du Conseil des ministres. La Guyane, c'est la France, ce n'est pas le Brésil. Au Brésil, je le disais, la situation semble hors de contrôle. En Guyane, nous avons une politique sanitaire qui est celle que nous mettons en place partout en France, avec un déploiement massif des tests qui permettent d'identifier les cas positifs, qui permettent leur isolement, avec un déploiement massif de la vaccination aussi, et avec évidemment un suivi très fin de l'épidémie. Je précise ensuite que les mesures que nous avons annoncées de suspension avec le Brésil conduisent évidemment à des mesures qui renforcent le contrôle à la frontière entre le Brésil et la Guyane. Alors, Brésil-Guyane, danger sous-estimé. Natacha Polony, c'est parti, voilà vos 90 secondes. Vous avez remarqué comme il est convaincant, Gabriel Attal, quand il explique qu'il n'y a aucun problème, parce qu'on trace, parce qu'on teste, parce qu'on vaccine. C'est formidable. On a vu à quel point ça marchait bien jusqu'à présent, donc on se dit, bon là c'est bon, on est tranquille. De la part d'un gouvernement qui nous expliquait donc, il y a quelques jours, dans la bouche du ministre des Transports, qu'on ne pouvait pas arrêter les vols en provenance du Brésil parce que le Conseil d'État avait dit que ce n'était pas possible, c'était une entrave à la libre circulation. 3 heures après, on décide que finalement on peut. C'est quand même extraordinaire. Et donc là, si on regarde la situation véritable, en Guyane, en effet, le taux d'incidence est de 140 pour 100 000 habitants, c'est-à-dire nettement moins qu'ici, nettement moins qu'en métropole, sauf qu'il était de 82 le 6 avril. Donc il augmente très vite. Et surtout, 84% des cas sont ceux du variant brésilien, c'est-à-dire qu'ils circulent en Guyane. Donc le problème est là. Or, on nous explique depuis des semaines sur tous les plateaux de télé que ce variant brésilien est très très dangereux. Donc s'il est réellement très dangereux, il y a de quoi s'inquiéter. Il serait, d'après certains épidémiologistes, 2,5 fois plus contagieux que le variant normal, enfin que le virus normal. Donc la question est de savoir comment on fait pour limiter cela. Gabriel Attal le dit, ce sont des Français, mais on empêche la circulation entre les régions en métropole. On essaye de tester. Donc là, pourquoi on ne met pas en place une quarantaine véritable? Pourquoi on ne donne pas des moyens en Guyane pour traiter et pour accueillir à l'hôpital, parce que c'est dans un état absolument catastrophique. Bref, on est quand même sur la même lancée que d'habitude et c'est très inquiétant. Inquiétant, le danger sous-estimé. Rokhaya Diallo. Oui, il est d'autant plus estimé que, vous l'avez dit à juste titre, l'état des installations hospitalières en Guyane est absolument vraiment scandaleux, catastrophique. Il y a eu des mouvements sociaux extrêmement importants il y a quelques années, justement pour dénoncer cela. C'est le cas aussi dans d'autres outre-mer, mais la Guyane est particulièrement touchée. Et c'est vrai que pour aller du Brésil à la France hexagonale, il faut prendre l'avion, mais la frontière entre la Guyane et le Brésil est assez poreuse. Donc on a mis en place, avant que ce variant brésilien existe, des dispositions spécifiques à la Guyane, notamment de couvre-feu et de confinement décalé avec ce qui se passait dans la majorité des territoires français. Mais je pense vraiment qu'on devrait s'en inquiéter et mettre en place des moyens spécifiques pour préserver les personnes guyanaises, parce que je pense vraiment que ça peut vraiment commettre des dégâts extrêmement importants. Et puis si on freine la circulation des personnes entre le Brésil et la France, les gens ne vont pas être empêchés d'être déplacés entre la Guyane et la France hexagonale. Donc c'est une vraie question, et c'est la question des tests qui se pose, et la question effectivement des moyens à déployer en fait sur place. Louis Boyard. Je pense que je suis comme tout le monde. On ne peut pas comprendre un tel niveau d'impréparation, mais on est incapable de compter combien de fois est-ce qu'ils auraient dû prévoir. Et d'ailleurs, de dire que le Conseil d'État interdit, donc du coup on ne va pas faire de quarantaine, mais c'est aller au-delà de la logique. Alors dans ce cas, parce que le Conseil d'État interdit, on va laisser des gens répandre un virus dans le pays. Enfin, c'est complètement insensé. Après, on parle beaucoup de la Guyane. Il faut rappeler que sur l'île de la Réunion et à Mayotte, on a aussi ce variant-là qui est très présent. Et encore une fois, c'est la faute d'un manque de préparation. Je ne comprends pas qu'on
n'ait pas des quarantaines. Pourquoi est-ce qu'on a la bien trouille de la travaillées sur quarantaine ces et de la vraie quarantaine? C'est ça que je comprends pas. Oui, le Royaume-Uni et l'Irlande ont mis en place une quarantaine obligatoire avec surveillance dans des hôtels garantis par l'État. Il me semble que c'est pas plus attentatoire aux libertés que de bloquer un pays entier par un confinement. Je pense que ça peut être une solution justement pour éviter de reconfiner pour la 4e fois. Geoffroy Lejeune. Moi, ce qui me fascine dans cette affaire, c'est pas tellement qu'on sous-estime le danger, j'ai l'impression de revivre, vous savez, les débats du mois de février dernier, quand on avait des débats sur le virus n'a pas de passeport, est-ce qu'il faut empêcher souvenez-vous, c'était les supporters italiens de la Juventus de Turin qui devaient venir à Lyon pour un match de Ligue des Champions. Et on se disait, on va quand même pas leur empêcher de venir, les empêcher de venir soutenir leur équipe. Et en fait, c'est le dogme de la frontière, c'est-à-dire que ce gouvernement, le nôtre, considère que la frontière est un gros mot. Emmanuel Macron a essayé d'expliquer que ça n'empêchait pas les contaminations. Et à chaque fois qu'il est question de les fermer, sauf s'il s'agit des frontières extérieures de l'Union européenne, parce qu'il faut réhabiliter l'idée d'Union européenne en permanence, on ne ferme pas les frontières. Donc là, en l'occurrence, vous avez raison, 3 heures la frontière ne sert à rien. Puis au bout d'un moment, on se rend compte que si, ça va quand même être le seul moyen de juguler ou d'empêcher la circulation du virus, et donc on l'a rétabli. Moi, c'est cet enfermement idéologique qui me fascine. J'ai toujours pas la réponse. On est 1 an après et ils ont le même problème avec ce sujet. C'est incroyable. C'est vraiment de l'idéologie? Oui, bien sûr je suis persuadée qu'il y a en effet de l'idéologie. Ou c'est juste on minimise ce variant brésilien, quoi. Et là, c'est pas de l'idéologie. Dans de l'idéologie et des contradictions. À ceci près qu'il y a une difficulté, c'est qu'en effet, avec le Brésil, on est dans le cas du traitement de résidents d'un pays étranger, c'est-à-dire soit des Brésiliens qui veulent venir en France, soit des Brésiliens qui sont en France, qui voudraient repartir, soit des Français qui voudraient revenir. Et de fait, les droits des citoyens français ne sont pas les mêmes que ceux des étrangers. C'est la base de la nationalité. Donc il faut traiter différemment les Brésiliens qui voudraient venir en France et les résidents français parce que les citoyens français, parce qu'un citoyen français a le droit de rejoindre son pays. En revanche, on peut aussi leur imposer une quarantaine véritable, ce qui n'a pas été fait. C'est évident, mais à partir du moment où vous interdisez aux Français de se déplacer à plus de 10 km de chez eux, c'est pas... Voilà, c'est ce que c'est. Oui, mais après, il y a la différence entre le Brésil et la Guyane, parce que la Guyane, c'est la France. Non, je suis d'accord, en revanche, en revanche, là, imposer une quarantaine stricte à la Guyane, en disant aux ressortissants français de Guyane, enfin en disant à nos compatriotes, vous restez là. Le temps qu'on arrive à éradiquer le virus et on peut leur dire on ferme la Guyane. Surtout, on sait très bien qu'un test PCR, parce que pour l'instant c'est ça le principe, pour les Guyanais qui voudraient venir en métropole, le principe c'est test PCR de moins de 72 heures, mais on sait très bien que quelqu'un qui a été contaminé et déclaré sur l'honneur, voilà, et après déclaration sur l'honneur, on va faire une quarantaine on s'auto-isole. de 7 jours. Non mais c'est une rigolade, c'est de la rigolade. Si on veut parler de quarantaine en Guyane, il faut aussi penser à l'inverse. Toutes les personnes qui viennent de métropole et qui vont sur les îles et qui elles aussi ne sont pas en quarantaine. Pourquoi est-ce que les virus sont par exemple sur des îles comme l'île de la Réunion? C'est parce que des métropolitains y sont allés, n'ont pas bien respecté les conditions. Eux aussi, on devrait leur imposer une quarantaine. Et en fait, tous les territoires d'outre-mer français, ils devraient avoir ce système de quarantaine qui à la fois protège la métropole. Mais ça, c'est un choix qu'on a. La Nouvelle-Zélande a fait ce choix, l'Australie a fait ce choix, le choix de fermer aussi, ça a été fait dans les pays asiatiques. Mais nous n'avons pas fait ce choix de fermer les frontières, de s'isoler et de tracer le zéro virus, enfin d'aller vers le zéro virus. Nous, on a fait un choix de vivre avec le virus. Ça, c'est un choix qui fonctionne déjà sur les territoires insulaires. Pour beaucoup, et il fonctionne à partir du moment où on fait ce choix très en amont, au moment où le virus ne circule pas énormément. Faire une stratégie zéro Covid, elle est possible quand voilà, là, 1 an plus tard, c'est vraiment. En revanche, sur les variants, justement, il faut le mettre en place. C'est parce qu'on n'a pas conscience de notre géographie, c'est-à-dire que le variant brésilien circule en Guyane, le variant sud-africain circule à Mayotte et à la Réunion. C'est-à-dire que si on est un territoire qui est sur 4 continents et qu'on se pense comme un hexagone, ça peut pas fonctionner. Je pense qu'il y a aussi cette question là qu'on n'arrive pas à se représenter tel que nous sommes et à comprendre que la circulation... On est auto-centré, quoi, en fait. On est centré sur l'hexagone. La circulation des Français, elle se fait sur leur territoire qui n'est pas un territoire uniquement situé en Europe. Et on n'est pas le Royaume-Uni à ce titre. On est différent aussi. Donc si on n'arrive pas à adopter une stratégie en fonction de cette nécessité-là pour les citoyens d'être chez eux, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, que ce soit sur les hexagone ou ailleurs... Sauf qu'on ne raisonne même pas français, on raisonne européen, c'est ce que vous disiez. C'est ce qui nous empêche d'ailleurs de prendre les décisions. Ce qui nous empêche aussi de prendre ces décisions, c'est justement l'incapacité à penser que nous sommes
en effet sur plusieurs continents et que donc les problématiques ne sont pas forcément les mêmes entre la métropole et les différents territoires d'outre-mer et que le désir d'égalité absolue entre les citoyens à quelque endroit que ce soit du territoire parfois rentre en contradiction avec la nécessité de prendre en compte que les territoires d'outre-mer n'ont pas forcément les mêmes problématiques que la métropole. Et je crois que c'est cette contradiction-là. Mais c'est une contradiction qui existe. On estime qu'on doit pouvoir se déplacer n'importe où sur le territoire français en oubliant que, en effet, la métropole est en Europe, la Guyane est à côté du Brésil avec des centaines de kilomètres de frontières absolument incontrôlables et donc il faut en tirer les conséquences. Et puis des territoires d'outre-mer qui sont moins bien dotés. Enfin, je rappelle quand même que la Guadeloupe n'a pas eu de CHU pendant un an ou deux. Donc il y a aussi ces problématiques-là qui localement rendent ces territoires-là extrêmement vulnérables à justement une impossibilité. Ouais. Sachant que nous déjà dans l'Hexagone, on a des difficultés à faire face au virus faute de moyens. Dans des territoires ultramarins qui sont tout petits et qui parfois pour une île n'ont pas de CHU. Et qui ont des niveaux de vie très bas aussi. Oui, c'est la pauvreté, le chômage, la promiscuité, la fragilité des populations âgées aussi, très âgées et par exemple en surpoids en Guadeloupe. Voilà, donc des problèmes alimentaires effectivement parce que là il y a une question aussi de l'industrie alimentaire qui sucre davantage ses produits. Enfin voilà, il y a tout un problème de santé publique qui existe aussi dans les outre-mer et qui les rend plus vulnérables au virus. Un mot, Lou Boyard ? Il y a aussi autre chose qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui on a rappelé que d'ici bientôt un mois ou quelques semaines, on allait bientôt tout réouvrir. Mais là, à nouveau, le variant, il repose encore une fois tout à plat. On n'est pas sûr. Et combien de fois on a dit ça va se passer comme ça ? Là, aujourd'hui, on est encore en train de tenir une ligne dont on n'est pas sûr. Et c'est pour ça qu'il faudrait aussi qu'ils changent la version qu'ils tiennent. On n'est pas sûr de tout réouvrir et il faut se le dire. Ouais, et puis il faudra surveiller le citoyen Mélenchon qui est en balade du côté de l'Amérique du Sud et de la Bolivie. Ouais. Il faudra qu'il observe. Si je me fie à ses tweets, on revient à Twitter, il faudra qu'il soit prudent. Absolument. De toutes les manières, et qu'il observe peut-être le test PCR avant de revenir en France et une quarantaine stricte ou une septaine. On verra ça. On va clore la discussion, parce que j'ai l'impression que sur la prise de position de Natacha Polony, tout le monde était d'accord. On vérifie, mais vraiment pour la forme. Le danger sous-estimé, Guyane, Brésil, Geoffroy Lejeune. Moi, j'étais plus d'accord sur la partie le passeport n'a pas de virus, mais donc je vais donc quand même donner. C'est sur son raisonnement. J'étais auto-d'accord avec moi-même. Non, mais le point de départ, vous êtes d'accord sur le point de départ, Natacha Polony. Rokhaya Diallo. Moi, je suis d'accord aussi. D'accord. Et Louis Boyard aussi. 3 verres pour Natacha Polony. À propos du Brésil, Guyane, le danger sous-estimé, le danger du variant brésilien qui pour moi représente 2-3% de ce que l'on a détecté dans le séquençage. On se souvient de ce qu'était le variant britannique. On croise les doigts. Aujourd'hui, 14 avril 1986, Simone de Beauvoir disparaissait. L'icône du féminisme, femme de lettres, c'était donc il y a 35 ans, l'auteur du deuxième sexe, et des mémoires d'une jeune fille rangée. Elle continue d'inspirer les nouvelles générations, c'est une certitude, sauf que son combat pour le féminisme et contre le sexisme, 35 ans après, pas sûr qu'il soit gagné. Et pour Rokhaya Diallo, le sexisme est même partout. 90 secondes pour combattre. Rokhaya, c'est à vous. Oui, je voulais revenir sur cette vidéo qui a tourné sur Twitter où on voit un responsable du Rassemblement national qualifier une de ses contradictrices en lui disant « moi je ne suis pas blonde », en sous-entendant que lui était intelligent contrairement à ce qu'elle était en tant que blonde. Et c'est vrai que ce sexisme qu'on entend souvent s'exprimer en politique montre combien le travail de Simone de Beauvoir, qui est à l'origine, en tout cas qui a inspiré les études de genre moderne, est extrêmement nécessaire. C'est évidemment, cet homme-là n'est pas le seul à avoir fait preuve de sexisme en politique. On a vu ces dernières années des caquettements s'exprimer pendant qu'une députée parlait, Cécile Duflot chahutée, huée parce qu'elle portait une robe à fleurs, Fleur Pellerin qualifiée de peau de fleurs, ou plus récemment Mathilde Panot qui a été nommée poissonnière après avoir pris la parole, malgré la loi sur la parité qui a été votée en 2000 et qui a un peu transformé la vie politique en faisant venir plus de femmes. Beaucoup de femmes sont encore aujourd'hui considérées comme des intruses en politique et sont renvoyées à leurs conditions lorsqu'elles tentent de prendre la parole. Et au-delà de la vie politique, on a vu quand même que notre société a été interpellée sur les questions de violences sexistes et de violences sexuelles, notamment avec le mouvement MeToo, le mouvement Balance ton porc, qui a parlé aussi bien des médias, du cinéma, des grandes écoles, mais qui d'une certaine manière était un miroir grossissant de ce que traverse la société française en termes de violence et qui montre que malgré tout, une culture du viol perdure à travers toutes les sphères de la société. Je vois que vous tiquez sur la culture du viol, j'ai l'impression que ça va faire débat. Les travaux de Simone de Beauvoir sont nécessaires, pas seulement pour 1949, le deuxième sexe, mais encore aujourd'hui, en 2021, je pense qu'on a besoin de lire et de relire son travail.
Alors, Geoffroy Lejeune, Natacha Polony, Lou Boyard. Allez, Lou Boyard. Bien sûr que le sexisme, il est partout. Enfin, il faudrait être idiot pour se dire qu'il y a plus de sexisme aujourd'hui, que l'égalité femmes-hommes est accomplie. Le sexisme est partout, et surtout en politique. Enfin, tous les exemples que vous avez donnés le montrent. Et je ne comprends pas qu'il y ait encore des débats pour se demander est-ce que le sexisme est partout ou pas. Alors après, il y a d'autres débats pour savoir de quoi découle le sexisme. Moi, personnellement, je pense que ça découle de l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, pas uniquement du système éducatif, mais aussi dans notre culture, dans les valeurs qu'on se transmet, il y a aussi des problèmes de sexisme. Par exemple, un garçon doit être comme ça, une fille doit être comme ci. Voilà, ce sont des problèmes. Oui, le sexisme est encore partout, mais par contre, ce que je remarque, c'est qu'on progresse. Le fait qu'on puisse parler sereinement de Simone de Beauvoir et qu'elle fasse consensus, que des personnes comme Rokhaya Diallo puissent prendre la parole publiquement pour parler de ça, on n'en est pas encore. On n'a pas encore gagné. Mais par contre, il y a des voix qui s'élèvent et c'est aussi l'héritage de Simone de Beauvoir. Donc, je suis assez optimiste. Natacha Polony. Oui, disons que le problème, c'est d'affirmer le sexisme est partout en prenant comme exemple Simone de Beauvoir. Enfin, heureusement qu'on n'en est pas à ce qu'était la société à l'époque où Simone de Beauvoir a écrit Le deuxième sexe. Et heureusement qu'on a progressé. Vous parlez du sexisme en politique. Alors, oui, c'est consternant de voir des abrutis faire des caquettements quand une députée parle ou de hurler quand une autre porte des robes à fleurs. J'ai plus de recul sur, par exemple, une insulte comme poissonnière, parce qu'il existe des insultes qu'on adresse à des hommes, à des femmes sur à peu près tout. Et voir de l'insulte sexiste dans chaque insulte me semble problématique, parce que du coup, on laisse entendre que les insultes contre les hommes, elles, sont acceptables, mais contre les femmes, c'est inacceptable. Mais en tout cas, le sexisme en politique, bien sûr qu'il existe encore. Mais surtout, il y a des femmes en politique. Il y en avait pas jusqu'à présent. C'est-à-dire que je trouve que il faut en permanence rappeler que la société a évolué, que non, le sexisme n'est pas partout. Il existe encore. Il reste des avancées à mettre en place, et en particulier des choses extrêmement concrète, c'est-à-dire qu'il me semble que le féminisme aujourd'hui, ça doit être encore une conquête sociale pour permettre notamment aux femmes qui sont le plus au bas de l'échelle sociale de pouvoir s'émanciper, de pouvoir échapper à leurs conditions, parce que c'est elles qui justement ne sont pas libres, qui sont dépendantes financièrement et qui donc n'ont pas les moyens de s'affirmer en tant que femme. Et je pense que dire le sexisme est partout, c'est gommer cela. C'est donner l'impression que le plus important au monde, c'est qu'il n'y ait pas d'insultes sexistes. Alors là, pour le coup, ça aurait été vrai si je n'avais pas dit que la loi sur la parité de 2000 avait transformé la vie politique en faisant intervenir de nombreuses femmes. Il se trouve que malgré cette loi, la plupart des partis et des instances dirigeantes des partis sont composées d'hommes. C'est le cas aussi du gouvernement. On peut voir par exemple le Conseil de défense sanitaire qui est quand même largement dominé par les hommes, et que le partage des pouvoirs est encore extrêmement genré. Donc effectivement, il y a toute une génération de femmes qui, grâce à cette loi sur la parité et à la révision de la Constitution, est entrée en politique, mais on voit que malgré tout, quand il s'agit de répartir le pouvoir, les postes les plus stratégiques restent pour la majorité. Évidemment, il y a des exceptions, il y a Valérie Pécresse, on peut en citer quelques-unes, mais les postes de décision restent quand même cantonnés de manière très très importante aux mains des hommes. Donc bien sûr qu'on a progressé, on n'est plus en 1949, mais en 2021, on est quand même... Vous savez que dans notre génération, les choses ont changé. C'est-à-dire que c'est là, les générations qui viennent, les femmes vont avoir énormément de leviers de pouvoir, beaucoup plus. C'est-à-dire que la société est en train de bouger à une vitesse qui est extrêmement importante. Je pense qu'il est d'autant plus nécessaire de pointer les éléments qui restent des éléments des lieux de combat. Sur les violences sexistes, c'est quand même récent. Oui, mais bien sûr, mais encore une fois, sur les violences sexistes, justement, ça a pu émerger parce que la société a changé et parce que ça nous est à tous désormais insupportable, et heureusement. Et parce que des femmes qui se sont mobilisées, parce que beaucoup de femmes se sont... Enfin, il ne faut pas aussi négliger... Simone de Beauvoir qui disait, on ne naît pas femme. On le devient. On le devient. Et dans le deuxième sexe, vous êtes toujours d'accord avec ça? Oui, je pense qu'elle part de la manière dont la société construit. C'est ce que disait à l'instant Louis sur l'éducation. C'est la société dans les messages qu'elle nous envoie à l'école, dans les médias, etc. Elle construit des genres, elle construit des rôles sociaux. Et effectivement, ça, ce sont des choses aussi qu'on doit déconstruire pour mettre fin à des conditionnements en réalité. Louis Boyard et Geoffroy Lejeune. Vous parliez de votre génération et de la transmission qu'elle a faite sur notre génération. C'est indéniable, ça se voit. Personnellement, dans ma génération et dans les générations plus hautes, je sens un immense décalage. Mais par contre, ça ne sera pas automatique. Et dire que le sexisme est partout, c'est ça en fait l'enjeu de notre génération. C'est de reconnaître que le sexisme est partout et que
on le pratique tous, parfois même sans le vouloir. Moi, par exemple, j'ai eu des responsabilités syndicales. Je ne remarquais pas que parfois, je ne laissais pas beaucoup de place aux femmes. Et c'est parce qu'elles sont venues me voir et qu'elles m'ont dit, regarde, bien, implicitement... Vous demandez pardon, alors. Mais non, mais faut juste laisser de la place. Il faut juste laisser la place. Mais il faut aussi regarder que dans de nombreuses autres associations, dans de nombreux autres partis, comme par exemple La République En Marche ou même de nombreux partis de gauche, on voit que les hommes centralisent la place. Moi, aujourd'hui, j'admets que le sexisme est partout. Aux femmes ne pas se laisser faire. Enfin, je veux dire, par là, ce que je pense, moi, c'est qu'il faut... Le combat aujourd'hui, c'est de donner aux femmes qui ne les ont pas les moyens de leur émancipation. Et ça veut dire que la question n'est pas de culpabiliser les hommes en permanence en leur disant c'est pas bien ce que vous faites parce que vous laissez pas la place aux femmes. C'est d'apprendre aux femmes à la prendre, la place. Et alors, elles n'ont pas toutes les moyens. Nous, on a les moyens. On est dans des milieux où on a la possibilité. Il y a des femmes qui ne peuvent pas parce que quand on est dépendante d'un petit chef dans un emploi précaire, on n'a pas les moyens. C'est là-dessus qu'il faut agir. C'est pas sur la culpabilisation des mecs. Vous savez quoi ? Je pense qu'à nous deux, on pourrait changer le monde. Parce que d'un côté, à la fois, il faut que les femmes apprennent à prendre la place. Mais moi aussi, ce que je pense, c'est que les hommes doivent apprendre à laisser la place aux femmes. Et en fait, on a tous les deux raison. Il suffit juste de complémentariser tout ça. Et là, on changera le monde. Si vous changez le monde, Natacha Polony et Louis Boyard, à partir équivoquement, on est sauvé. Geoffroy Lejeune. Il est très bien comme il est, le monde. Il faut le changer. Non, mais moi, je vais répondre au propos initial de Rokhaya. Vous avez cité, en fait, uniquement des exemples qui concernaient la vie politique française. Des exemples récents. J'ai parlé de MeToo, j'ai parlé de Balance ton port. Et des exemples très précis dont là, je connais, j'ai été tenu au courant de ce que ça avait été, et des exemples très précis, la robe de Cécile Duflot, le caquettement contre une députée écologiste, voilà. Donc moi je vais rester sur ce que je connais bien, c'est-à-dire le monde politique. Ce que vous dites est absolument faux, c'est-à-dire qu'il s'est passé l'inverse en fait. En 20 ans, on a au contraire partager, les lois qui ont été votées, etc., ont contribué à partager à 50-50 le pouvoir entre les hommes et les femmes. Il y a 39% de femmes à l'Assemblée. D'accord, mais il y a les candidats... Ça a augmenté grâce à La République En Marche en 2017. Les électeurs, en fait, ont encore le choix de voter pour qui ils veulent, mais les candidatures... Oui, on n'est pas sur 50-50. Les candidatures En Marche étaient à 50-50. Les électeurs dans une démocratie sont malheureusement sexistes, ça, je suis désolé, ni vous, ni moi, ni vous, rien. Mais la proposition... Les partis politiques sont obligés de présenter autant de femmes que d'hommes, sauf s'ils décident de payer une amende, etc., ce qui parfois est le cas, je suis d'accord avec vous, ou des binômes hommes-femmes, etc. Moi, je voudrais vous inviter à aller plus loin dans la réflexion, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé de mieux depuis qu'on a des gouvernements paritaires, ou qu'on a une assemblée quasiment paritaire, ou qu'on a des conseils départementaux quasiment paritaires? Qu'est-ce qui a changé en mieux depuis que la parité existe en politique? Par exemple, on a un débat aujourd'hui sur la question des violences sexistes et des violences sexuelles qui est porté politiquement. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des femmes qui ont du pouvoir et qui sont plus visibles qu'on a réussi à parler de la question du viol et à rendre cette question-là crédible. Avant, quand une femme... Pardon. Le viol, je suis désolée, pour moi, le patriarcat, c'est politique. Hein. Non, mais je vous parle vraiment de concrètement, les gens qui incarnent le pouvoir et qui le détiennent. Mais les femmes ne sont pas fondamentalement différentes au point de pratiquer la politique différemment. C'est une question de justice. C'est-à-dire que si on a une partie de la population qui fait 51% de la population et qu'elle n'est pas représentée, c'est injuste. Après, je ne dis pas que les femmes vont transformer la vie politique. Ma question. Alors, quelle est-elle? Ma question, c'est parce que j'ai compris, il y a eu un débat dans la société, la société a changé, etc. Je ne dis pas l'inverse. Je vous dis juste, en fait, en 20 ans, les féministes dont vous faites partie ont obtenu cette victoire politique du partage quasiment à égalité du pouvoir entre les hommes et les femmes, que ce soit à l'Assemblée, au gouvernement, dans beaucoup d'institutions. Il arrive même parfois que des gens comme par exemple Christine Lagarde, qui par ailleurs a beaucoup de compétences, soient nommés parce que c'est une femme. Ursula von der Leyen, on met en avant son profil de femme, etc. Qu'est-ce qui a changé en mieux? Déjà, le partage n'est pas à 50-50. Vous voyez bien que dans les personnes, dans le gouvernement... Beaucoup. Qu'est-ce qui a changé en bien mieux? sûr. Ce qui a changé, c'est qu'on parle davantage des problématiques qui sont spécifiques aux femmes et qu'on les prend mieux en charge. Non, pas à la BCE, pardon, pas à la Commission européenne. On en parle, mais après, la question des institutions, elles vont pas être transformées parce que, je veux dire, moi, ces institutions, c'est pas des institutions que je porte particulièrement dans mon cœur, donc elles vont pas être... Il s'agit pas simplement de faire de la coloration cosmétique en mettant seulement plus de femmes. Si on doit faire une transformation, pour moi, ça va beaucoup plus loin. Mais bien sûr, moi, je trouve que... Être femme, c'est pas une ligne politique. C'est ça, suffit pas, je veux dire, si on est une femme Lagarde, de droite, elle est Madame Lagarde, femme, mais après elle a ses convictions qui sont ses convictions politiques, et une ligne qu'elle applique en tant que femme, et un homme appliquerait la même s'ils ont les mêmes convictions. Dans mon monde à moi, Christine Lagarde est reconnue et choisie pour ses compétences, mais dans le monde de Rokhaya Diallo, elle est là parce que c'est une femme. Non, moi je pense pas. Enfin, c'est-à-dire que j'approuve le fait que les femmes aient des égalités et des opportunités
égalitaire en termes d'accès. Mais après, je veux dire, c'est pas pour ça que je valide toutes les femmes. Je veux dire, je suis pas particulièrement heureuse du fait que des femmes qui ne représentent pas ce qui m'importe politiquement soient élues. Je trouve ça bien que des femmes aient une opportunité, mais aujourd'hui, la seule femme qui soit potentiellement en passe d'être présidente, c'est Marine Le Pen. Vous imaginez bien que si elle est élue, je vais pas faire un défilé féministe. Ce sera la première fois qu'il y a une femme présidente de la République quand même. C'est-à-dire que quand la ligne politique ne me convient pas, je vote pour des hommes. Donc femme, c'est pas une ligne politique. Dire qu'on devrait mettre les femmes uniquement sur les questions des compétences, je suis complètement d'accord. C'est mon rêve. Et on a donné l'exemple de la politique et la parité en politique. On va donner un autre milieu qui est très peu encadré, le milieu de l'entreprise. Combien de femmes sont PDG dans le pays? Il me semble que c'est moins de 10%. Est-ce que du coup ça veut dire que les femmes sont moins compétentes que les hommes dans les milieux économiques? Bien sûr que non. Ça démontre qu'il y a des pratiques, il y a une sorte de système qui écarte les femmes des pouvoirs économiques. Si jamais on mettait la parité par exemple, dans les conseils d'administration, ce problème serait réglé. Donc c'est pas c'est pas comme en politique, ça changerait strictement rien. C'est ça que vous voulez pas comprendre. Non, c'est pas que ça changerait rien. C'est que le problème est d'être obligé de procéder par quota. Les quotas ne peuvent pas être une fin en soi. Ça peut éventuellement. Oui, mais sauf que ça devient une fin en soi. C'est-à-dire qu'à quel moment on s'arrête? Il y a des partis politiques qui ont été condamnés parce qu'ils présentaient trop de femmes. Il y a le conseil municipal de Sarcelles qui a été obligé de démissionner à cause de ça parce qu'il y avait trop de femmes. Et là, on touche à l'absurde. C'est-à-dire que que ça a été utilisé comme un moyen à un moment donné, je veux bien, sauf que c'est un engrenage extrêmement dangereux. Je ne pense pas qu'on puisse être heureux de vivre dans un monde où il doit absolument y avoir 50% d'hommes et 50% de femmes parce que c'est comme ça que ça représente. Non, il faut que les femmes soient là, de même qu'il faut que toute la société soit représentée dans sa diversité d'origine, mais surtout et aussi diversité sociale. En revanche, ces codes qui nécessite de mettre des quotas de tel ou de tel, d'abord donne l'impression que personne ne peut nous représenter s'il ne nous est pas semblable, ce qui est profondément dangereux. Et ensuite, ça aboutit à des aberrations. Donc ça peut pas être une fin en soi. Le truc, c'est qu'il faut aller juste rapidement par rapport à ce que vous dites. Et je pense qu'il faut aussi aller plus loin. C'est-à-dire que quand vous parliez tout à l'heure de la question des entreprises, les femmes lèvent moins de fonds quand elles montent des entreprises, en fait, les personnes qui les financent leur font moins confiance et leur confient moins de fonds. Si on prend par exemple l'exemple du cinéma, les films réalisés par des femmes ont des budgets souvent moindres. Donc il ne s'agit pas seulement de représentation, il s'agit de avec quels moyens les femmes peuvent exercer des métiers qui sont des métiers extrêmement réservés, en tout cas beaucoup aux... J'ajoute on était parti de l'anniversaire de la mort de Simone de Beauvoir, c'est fini. Si on veut que Louis Boyard ait le temps de s'exprimer lui aussi. Et on va voir ce que vous avez pensé de la prise de position de Rokhaya Diallo et du débat qui s'en est suivi. 5 ans après la disparition de Simone de Beauvoir, le sexisme est partout, Boyard. Mais plus pour longtemps, parce qu'on met les bons outils, donc plus pour longtemps. Natacha Polony. Non, le sexisme n'est pas partout, il recule et c'est tant mieux et il faut continuer. Il recule partout, mais il est là partout. Geoffroy Lejeune. Non, pas convaincu, mais je ferai un effort la prochaine fois, Rokhaya, pour être d'accord avec vous, je suis désolé. Ne vous sentez pas contraint, je le prends pas mal. Il faut une fois dans l'année quand même. Et on va parler du Covid maintenant avec Louis Boyard, ou plutôt du président de la République et d'une sortie aujourd'hui à Reims, au CHU, à la rencontre de jeunes patients. En fait, depuis un an que dure cette crise Covid, le nombre de consultations psychologiques, psychiatriques pour les jeunes a très nettement augmenté. Il a même triplé. Au CHU de Reims, c'est ce qu'ils ont appelé l'afflux des jeunes en détresse. Regardez ce dialogue. Une jeune fille, sous traitement, dépression et crainte, elle est face au président de la République. J'ai fait atteindre de dépression. À quel âge? À 16 ans. À 16 ans, c'est arrivé il y a quelques mois? Au tout début du confinement, du coup, le premier. Ouais. Et de troubles du comportement alimentaire. Et alors là, qu'est-ce que vous redoutez là, dans les mois qui viennent? Il y a encore un autre confinement. On fait tout pour... Oui, je sais. C'est ça qui te tape sur le système, si je peux dire. Moi, c'est mieux, il faut qu'on s'accroche pour éviter toute fermeture. J'ai bien compris. On est au maximum. Voilà, dialogue au CHU de Reims avec une jeune fille dont la dépression a démarré à 16 ans, ce qu'elle dit, et qui s'est accentuée
avec le Covid et sa peur, c'est qu'il y ait encore un nouveau confinement. C'est la preuve que le président a bien sacrifié les jeunes. Louis Boyard, 90 secondes. Alors je trouve que c'est une bonne chose qu'il ait posé la question de quoi faire au ministre de la Santé, mais quand est-ce qu'il posera cette question à la secrétaire d'État à la jeunesse, au ministre de l'Éducation nationale ou à la ministre de l'Enseignement supérieur? Parce qu'on peut trouver que le terme sacrifié est fort, mais en fait, si jamais les jeunes aujourd'hui sont dans la situation dans laquelle ils sont, c'est parce que déjà, on n'a pas mis assez de choses en place pour pouvoir les accompagner correctement dans le développement de cette phase de la vie très importante, mais c'est aussi parce que la plupart des promesses qui leur ont été faites, elles n'ont pas été tenues. On n'a pas respecté la jeunesse. Enfin, je vais vous rappeler Emmanuel Macron qui avait dit à des jeunes, dans 4 à 6 semaines, on va lever le couvre-feu. On y est aujourd'hui, la promesse n'a pas été tenue. Joker, ça a concerné tout le monde. Je vais vous donner un autre exemple. Les repas Crous à 1 €. On nous a dit, les repas Crous à 1 €, c'est beau et merveilleux. Ils ont réduit les quantités dans les repas Crous à 1 €, alors que déjà, c'était pas fameux. Ils sont en train de se féliciter d'avoir des files d'attente de 40 minutes d'étudiants qui vont pointer comme dans les Restos du Cœur. Ce n'est pas une belle chose. Ils avaient promis 500 € pour tous les jeunes. Ces 500 €, ce n'est pas vraiment 500 €. Vous n'avez pas obligatoirement cette aide. Et en plus, c'est rarement 500 €. Et puis, il y a quelque chose d'encore pire. Emmanuel Macron avait promis en janvier qu'il allait donner 150 € à tous les étudiants. On n'a pas eu cette aide. Le président a été sur brut pour parler aux jeunes et leur dire je vais vous donner de l'argent. Il ne l'a pas fait. On est à quel niveau de manque de respect vis-à-vis d'une partie de la population? Et les jeunes aujourd'hui, ils ont un ressenti très indigne vis-à-vis du président parce qu'en fait, il ne respecte pas sa jeunesse. Et si la jeunesse est aujourd'hui dans cette situation, c'est non seulement parce qu'il ne prend pas les bonnes mesures pour accompagner la jeunesse, mais aussi parce que les peu de promesses qu'il nous fait, il n'est pas capable de nous tenir. Et c'est ça qui entraîne ces problèmes-là. Sacrifice de la jeunesse, Geoffroy Lejeune. Honnêtement, en fait, Louis a déjà défendu cette position plusieurs fois et à chaque fois, je suis heurté par la même chose. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a un choix historique qui a été fait dans cette crise, dans la manière de la gérer, c'est-à-dire pour protéger des populations à risque qui étaient plutôt âgées et ceux dont on savait qu'ils pouvaient mourir. On a décidé d'enfermer également la jeunesse qui n'était pas dans la même situation, qui ne risquait pas les mêmes choses. Et il y avait 1000 autres façons d'imaginer, de pas les obliger à ne pas aller en cours, de pas leur interdire de boire des verres, de pas fermer leurs restaurants, leurs terrasses, etc., etc. Mais la partie où j'arrive plus à vous suivre, et c'est là où je pense qu'il y a un vrai clivage gauche-droite entre vous et moi, c'est quand vous répondez et notre chèque de 500 € et notre aide de 150 €, où j'ai envie de vous dire, moi je suis peut-être pas jeune, mais je suis pas non plus encore très vieux. Je pense que l'aspiration de la jeunesse, c'est la liberté, le voyage, faire la fête, les perspectives d'avenir, gambader, jouer au foot, voir des amis, etc. Et je trouve ça désespérant et en fait que ça traduit un état prédépressif de demander de l'argent à un pouvoir politique. C'est-à-dire qu'en fait c'est un moment de votre vie où vous comptez le moins possible, vous essayez de vous émanciper de la tutelle de vos parents si vous avez la chance d'en avoir pour devenir autonome et vous espérez pas vous brancher comme le font les populations entre guillemets dépendantes pour d'autres raisons à l'argent public et à la perfusion de l'État enfin c'est un monde on pense pas comme ça. Deux choses. C'est pas la première fois que je tiens ce discours et je suis d'accord avec vous, j'en ai marre de venir toutes les 2 semaines sur BFM TV pour dire que ce que fait le gouvernement n'est pas suffisant. Je suis pas le seul jeune à le faire. Mais demandez pas une aide, demandez la liberté. Mais en fait, pour aller faire la fête, moi j'ai besoin d'argent pour aller acheter mes bières. Et en fait, vous ne réalisez vraiment pas à quel point aujourd'hui les jeunes sont dans une situation financière désastreuse. Déjà de base, il n'y a pas d'emploi. On a ce nouveau système merveilleux qui est apparu, c'est-à-dire les start-up. Mais en fait, ce sont des emplois déguisés dans lesquels on n'a pas de protection sociale. Il y a des centaines de milliers de jeunes qui ont des travails déguisés sans protection sociale. On nous dit, oui, les jeunes, ils ont besoin d'être émancipés, de trouver un travail. Mais il n'y a déjà pas de travail pour les personnes qui ont des diplômes. C'est extrêmement difficile de trouver un emploi, qui plus est pendant la crise sanitaire. Alors du coup, on nous a proposé les repas à 1 €, sympathique, mais il faut payer le loyer, il faut payer les vêtements, il faut payer la nourriture, il faut payer les forfaits téléphoniques, et je vous jure que là, vous allez avoir des forfaits psy aussi. Mais oui, heureusement le psy il est gratuit, mais par contre il faut aussi se poser la question de pourquoi est-ce qu'on va chez le psy. Mais c'est parce qu'on a une telle charge financière dans cette vie qui est chère et tellement peu de moyens de s'en sortir. On n'est pas diplômé encore, on n'a pas moyen de trouver un emploi qui va nous donner un bon salaire. Que du coup, oui, on demande de l'argent parce que on est dans un moment de notre vie où on dépend de nos parents, ou sinon on doit trouver un travail qui nous payera pas assez.
Et en fait, quand on est jeune, on a besoin de l'État pour nous protéger. Parce que c'est une phase de la vie où on n'est pas capable de résister à la concurrence. Et si on vous protège et qu'on vous donne de l'argent, c'est un investissement que fait l'État en vous et dans la jeunesse. Non seulement c'est un investissement, mais c'est aussi une protection. Enfin, pourquoi est-ce qu'on a autant de jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté? Et pourquoi est-ce que, de base, on a autant de jeunes qui vont pointer chez les psys? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a autant de jeunes qui vont encore plus chez les psys? C'est déjà parce qu'ils sont enfermés, mais c'est aussi parce que la vie est tellement angoissante, tellement stressante, et on a tellement peu de moyens pour y faire face. Je vous en parle avec le cœur, parce que déjà je souffre, mais je vois des amis à moi, mais je souhaiterais ça à absolument personne. Et j'ai vraiment l'impression que personne ne réalise à quel point c'est fragile un jeune, parce qu'il n'est pas capable de résister à la concurrence de ce monde. Rokhaya Diallo. Oui, je pense que dans ce que vous dites à l'instant, Geoffroy, vous ne mesurez pas le degré de précarité qui existe parmi les étudiants et dans la jeunesse. C'est-à-dire que même avant cette crise sanitaire, il y avait déjà énormément de problèmes de pauvreté. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'autre choix que d'aller dans la restauration solidaire pour s'alimenter parce que, effectivement, souvent, il y a plein de foyers dont les parents n'ont pas nécessairement les moyens, quand ils en ont, de soutenir leurs enfants, le fait de se loger quand on n'a pas la possibilité de faire des études tout en restant chez ses parents quand on en a, le fait qu'en plus, depuis la crise sanitaire, de nombreuses entreprises n'ont plus d'activité et donc tous les jobs étudiants qui étaient accessibles avant ne le sont plus. Il n'y a plus la possibilité d'avoir ces jobs étudiants qui permettent donc compter sur comme toute personne, en fait, toutes les personnes dont l'activité a cessé peuvent, en tout cas beaucoup, peuvent réclamer une compensation de la part de l'État. Je pense que c'est normal que les étudiants demandent un soutien. Et ce soutien-là, peut-être qu'il leur servira plus tard quand ce sera possible à voyager, à faire la fête. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Et je pense que la juste avant de donner la parole à Natacha et par rapport à ce que disait Geoffroy Lejeune, c'est-à-dire a dit à votre âge, c'est aussi le besoin d'émancipation. Je comprends le cri de détresse de dire il faut nous aider, il faut nous soutenir. Mais c'est pas une mise sous tutelle que vous demandez, on est d'accord, Louis Boyard. Il y a aussi pour ceux qui veulent bosser, se prendre en main, y aller, avoir la niaque. J'ai une position à laquelle on peut débattre. Je pense que les étudiants devraient toucher un revenu comme c'est fait dans d'autres pays. Tous les étudiants à partir du moment. Je pense que ça devrait être tous les étudiants. Mais peut-être que j'ai tort, ça peut arriver. Mais même les jeunes travailleurs, c'est très difficile pour eux d'entrer sur le marché de l'emploi. C'est le contexte qui est compliqué. Mais c'est pas que le contexte, c'était ça déjà bien avant. On a le chômage en France, c'est déjà difficile pour une personne âgée. Imaginez pour un jeune. Et juste Geoffroy, vous dites quand vous êtes jeune, vous avez besoin de liberté, vous voulez vous émanciper. Je suis complètement d'accord avec vous. Et est-ce que vous ne trouvez pas que c'est inquiétant que je parle plus de temps à vous parler de besoins financiers que de besoins de liberté? Est-ce que vous pensez que les jeunes sont trop attachés à l'assistanat, ou est-ce que vous pensez que c'est véritablement qu'il y a un problème qui justement efface le besoin de liberté sur le côté? Justement, en fait, c'est une question, pardon, mais c'est une question de vous réclamer une assistance au lieu de réclamer la liberté. Et en fait, en vérité, je suis désolé, mais dans le discours, entre guillemets, politisé d'une partie de la jeunesse que vous représentez, et c'est votre droit parfaitement de le faire aujourd'hui, mais on entend du coup ce qu'on entend dans beaucoup de catégories de la population, c'est l'État va nous venir en aide et on accepte la privation de liberté qui est globale, qui concerne tout le monde. Alors qu'en fait, en réalité, moi, j'entends assez peu de jeunes aujourd'hui dire laissez-nous la possibilité de reprendre un boulot, laissez-nous la possibilité en fait de nous émanciper de ce carcan dans lequel vous nous avez mis. Et aujourd'hui, vous faites le jeu du gouvernement que vous accusez par ailleurs en réclamant cette aide qui est une compensation c'est vous savez, c'est la laisse du chien de La Fontaine en fait en réalité. Et moi, je vous encourage plutôt à la ronger et à partir en courant. Natacha Polony. Je pense surtout qu'il y a des problèmes qui sont divers et qui évidemment sont révélés par cette crise, mais dire que Emmanuel Macron est le président qui sacrifie les jeunes, c'est en effet faire fi de ce que vous dites d'ailleurs à côté pour autant, à savoir que cette crise dure depuis très très longtemps, c'est-à-dire que le drame que vivent les jeunes aujourd'hui, c'est pas le coronavirus. Bien sûr que le coronavirus a amplifié ça, la souffrance psychique des jeunes, elle est due en partie au coronavirus, et surtout je vous trouve un petit peu injuste par exemple quand vous dites que ça devrait qu'il faudrait s'adresser à Jean-Michel Blanquer, à la ministre Frédérique Vidal. C'est pas exactement sur le même plan, parce que justement le maintien ouvert des écoles le plus longtemps possible était une façon de prendre en compte la souffrance des enfants et de la compenser. Donc on peut au moins leur accorder ça. Après que vous soyez d'accord ou pas avec la politique menée par Jean-Michel Blanquer, au moins sur ce plan-là, il y a eu une prise de conscience du fait qu'il ne fallait surtout pas mettre en souffrance davantage la jeunesse en fermant les écoles, les collèges. Mais simplement, la crise dont souffrent les jeunes et qui se révèle aujourd'hui, je vous rappelle que c'était le grand programme de François Hollande, 2012. Mon programme, c'est la jeunesse. Rien.
Rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un problème d'orientation, c'est un problème de formation, c'est un problème de structuration de la société qui fait que la possibilité pour un jeune aujourd'hui de se lancer dans la vie, de trouver un crédit, de trouver un emploi est largement inférieure à ce qu'elle pouvait être il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système économique qui favorise les possédants, les rentiers, au détriment de ceux qui n'ont rien et qui doivent emprunter pour se lancer dans la vie. Ça, c'est un premier point. Et c'est lié à l'ensemble des choix qui font que, en effet, on lutte contre l'inflation, on maintient la rente. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a décidé de retarder l'arrivée sur le marché du travail en disant il nous faut plus de diplômes, sauf que ces diplômes n'aboutissent à rien, sont vides et ne permettent pas de gagner sa vie. Il y a des filières courtes qui sont sacrifiées alors qu'elles pourraient donner de l'emploi. Les filières courtes dans les métiers de l'industrie recrutent et ça donne de l'emploi, ça permet de s'insérer, etc. Donc c'est un problème idéologique. Donc en fait, ça marie énormément de choses. C'est pour ça que accuser Emmanuel Macron en disant c'est le président qui sacrifie les jeunes me semble Louis le faisait sur cet épisode qui dure depuis un an. Je sais qu'on peut lui reprocher des choses, mais c'est sur cet épisode. Ne chargez pas trop la barque. Pour conclure, Louis. C'est un problème extrêmement structurel sur lequel on ne débat pas assez d'ailleurs, je pense. Mais sur cette crise-là, aujourd'hui, le président économiquement a beaucoup aidé les restaurateurs ou d'autres catégories de la population. Il a eu raison de le faire. Mais économiquement, admettez qu'il a très peu aidé les jeunes. Et sur les questions psychologiques, il a aussi très peu accompagné. Mais d'un autre côté, on a tous été soumis au confinement comme les autres. C'est fini. Et on va prendre maintenant la température, si je puis dire, après ce qu'a dit Louis Boyard. Alors, est-ce que le curseur est parti dans le rouge, est parti dans le vert? Le président sacrifie les jeunes. Natacha Polony, puisque c'est vous qui avez conclu la discussion. C'est compliqué. Mais c'est compliqué, c'est rouge ou c'est vert? C'est binaire. Ça peut arriver. Je vais choisir un rouge parce que je pense que, en effet, c'est pas... Vous me mettez rarement des verts. Hein. Non, j'en mets. Non, mais encore Geoffroy, je comprends, mais... mais là, voilà, c'est trop simple. Une prochaine fois. On peut pas. Geoffroy Lejeune. Oui. Bah du coup je veux pas vous pouvez déshabituer Louis. Non mais moi je suis d'accord avec aucune des conclusions et en même temps Louis sur le constat il fallait pas sacrifier la jeunesse. Je mets quoi, un rouge ou un vert du coup? Alors, un petit vert. Comme j'ai mis un rouge, il faut mettre un vert. Voilà, pour une fois, Rokhaya Diallo. Oui, moi je pense aussi qu'il y a quand même eu des négligences. On n'a pas du coup redébattu de la question de la santé mentale, mais je pense que c'est aussi ça a été pris en charge et formulé très tardivement. Merci messieurs dames d'avoir débattu ce soir, comme tous les soirs entre 20h et 21h dans Qui va vous convaincre.